Voilà une vidéo pour expliquer le match incroyable et exceptionnel d'Écosse contre France 2026. Et si on avait dit avant le match que la France marquerait 5 essais et 40 points à l'équipe d'Écosse à Édimbourg, tout le monde aurait dit la France a mis une branlée à l'Écosse. Et pourtant, les commentaires, c'est la douché écossais, des Bleus dépassés, le chardon pour les nuls, la France a explosé, battu dans tous les secteurs. Une troupe amorphe, une violente et inquiétante rechute. Et pourquoi ? Parce que l'Écosse a mis 6 essais et 50 points. Alors comment mettre 50 points à une des probablement toutes meilleures équipes de France qu'on ait jamais eues ? Eh bien c'est facile, non c'est pas si facile, mais la technique, l'astuce c'est de jouer au football américain. Et quand on le fait de façon systématique, ça veut dire que ça a été une tactique préparé à l'avance. Et effectivement, les Écossais ont extrêmement bien joué le match, notamment avec une très très grande vitesse d'exécution, mais avec, et surtout plutôt je devrais dire, avec une stratégie développée à l'avance, avant le match, qui est excellente. Ils ont utilisé à fond la règle du passage à vide, ou de l'écran. Alors je rappelle quelques points pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais globalement, le passage à vide, c'est notamment quand vous faites une feinte de passe, l'équipier qui a été feinté continue sa course et se retrouve devant le porteur du ballon, donc hors jeu, et il devient pénalisable à partir du moment où il empêche la défense adverse de défendre, ou de venir plaquer, ou de courir. Vous avez aussi sur ChatGPT une très bonne explication sur le leurre qui peut déboucher sur un passage à vide. Prenons le premier exemple. Premier exemple, il va déboucher sur le premier essai. On est au début du match. Le numéro 12 écossais à la balle. La vidéo n'est pas très claire, mais je fais une vidéo un peu rapide. Le 12 à la balle va feinter et la passer au 10, et le leurre vient du numéro 13 écossais qui va s'engouffrer dans l'espace, puis ensuite le 10 qui va recevoir le ballon, Russell, va passer à son ailier numéro 14. On regarde de plus près, on voit que Russell vient de recevoir le ballon, mais la feinte, le joueur feinté du 13 vient carrément gêner de Porter, le français, l'ailier français, et Olivon, qui est aussi un peu gêné par le 12. Et là, il y a réellement contact. Donc, dans la règle, il y a vraiment ce qu'on appelle un passage à vide. Le gros avantage, c'est que ça va empêcher d'Olivon d'aller plaquer le numéro 10 écossais, et ça va empêcher de Porter de courir vers soit le numéro 10, soit vers le numéro 14. Et donc créer un espace entre De Porter et Ramos, dans lequel va s'engouffrer le numéro 14 et marquer l'essai. On le voit sous un autre angle. Le numéro 13 écossais ici est vraiment en contact, et même De Porter doit utiliser son bras pour essayer de se dégager de la prise du numéro 13. On voit aussi le 12 écossais qui a changé sa course. Sa course était par là, et là il a complètement dévié sa course pour venir gêner Olivon, marquer un petit temps d'arrêt et l'empêcher d'être dans le tempo du plaquage pour le numéro 10 écossais. On le voit sous un autre angle. Les contacts sont évidents. Là, c'est peut-être un peu moins évident sur Olivon, mais il y a quand même une course qui a été totalement modifiée du numéro 13 pour aller vers Olivon, ce qui est totalement interdit dans un passage à vide. Et évidemment, le 14 va retrouver un espace gigantesque, lui qui est lancé à pleine vitesse, pour aller s'engouffrer jusqu'à l'essai, marquer 5 points qui seront transformés 7-0 pour l'Écosse. Bravo, bien joué. Personne n'y a vu que du feu, parce que c'est joué très vite. La grosse qualité des Écossais, c'est d'avoir fait ça avec une vitesse incroyable, fait que personne n'a vu quoi que ce soit, ni même l'arbitre, à moins qu'il n'ait pas voulu regarder, ce qui est une autre chose. Cas numéro 2, on a la même chose. En fait, je vais dérouler pas mal de cas parce que ça a été non-stop, probablement à peu près les 3/4 des attaques écossaises étaient faites sur des feintes de passe qui ont débouché systématiquement avec des joueurs qui venaient dans les lignes de défense françaises et qui, dans beaucoup de cas, sont venus gêner les joueurs. Donc, je vais vous montrer quelques cas où ils viennent effectivement gêner les joueurs.
Là, on a le porteur de ballon ici qui va feinter le joueur avec la flèche rouge pour passer à Russell, le numéro 10, qui ensuite pourra jouer avec ses équipiers. Ici, l'idée c'est de bloquer, Guillard, pardon, avec le joueur feinté qui va venir terminer sa course carrément sur Guillard. On le voit dans le coup d'après. On retrouve ce joueur feinté ici, qui fait que la course de Guillard qui cherche à aller plaquer le porteur du ballon, c'est carrément plus possible. Donc il doit marquer un temps d'arrêt pour essayer de contourner, et évidemment c'est trop tard. Finn Russell se retrouve avec deux équipiers et ici un gros espace en face, et Biel Barré se trouve tout seul pour défendre devant deux, voire un troisième équipier qui est par là. Donc il y a un surnombre et c'est la catastrophe. Dupont devra venir faire le pompier pour tenter de stopper cette action qui évidemment met la marche en avant pour les Écossais. Là aussi, une fois de plus, personne n'y a vu que du feu, c'est très bien joué. Là on voit sur un champ plus large la situation où Guillard est bloqué par le joueur écossais et le pauvre Biel Barré se retrouve tout seul devant les trois attaquants qui peuvent être choisis par Russell. Dupont empêchera l'essai en venant couvrir, mais c'était limite. On a un autre cas, par exemple ici, une fois de plus, Guillard est l'objet du feinteur, numéro 13, qu'on va retrouver souvent. Russell a le ballon, il vient de le recevoir, donc la feinte de passe a été faite avec le 13 et le 1, qui viennent pour le 13 charger Guillard, et pour le 1 venir embêter Mofana, qui aura bien du mal à ensuite venir courir après Russell ou la passe de l'équipier de Russell. On a encore un autre cas, j'en ai plein. C'était non-stop. Ça a été le festival des passages à vide. Aucun n'a été sanctionné, mais c'est produit quasiment sur toutes les actions d'attaque avec des feintes de passe. Là, je ne sais plus quel est le ballon est ici en tout cas, je ne sais plus quel est le joueur qui le tient, mais on voit le 19 avec son casque rouge et le 3, le pilier droit écossais, qui viennent carrément charger, avant même que Russell ait fait sa passe, et ils viennent charger les deux défenseurs, on voit ici Gros, qui va être chargé par le 19, et les autres ici qui sont bien occupés par le pilier écossais. Le temps d'après, c'est celui-là. Je crois que c'est le numéro 9 ici, écossais, qui a bien le temps et toute la tranquillité de faire sa passe et de choisir les équipiers, puisque Gros, lui, ne peut plus charger, il est bloqué par le 19. Et Gaëton et je ne sais plus quel est celui-là, mes photos ne sont pas très bonnes, sont bloqués dans leur course par l'Écossais. On a un plan plus large ici, on voit que il y a un embouteillage dans la ligne de défense, et effectivement on a cru pendant tout le match que les Français étaient lents, qu'ils ne se plaçaient pas bien, qu'ils étaient complètement à la rue. Ben oui, mais il y a une raison pour ça aussi. Bon. Cas numéro 5, c'est toujours la même configuration. On a le 9 qui va passer au 10 avec deux leurres ici, c'est le 1 et le 5, qui font semblant de potentiellement réceptionner le ballon, mais qui vont aller charger la défense française pour les empêcher et les ralentir. On les retrouve ici sur l'action d'après, en train de faire les embouteillages dans la ligne de défense. Et ils ont le regard bien porté sur les défenseurs d'ailleurs. Et le réceptionneur de ballon a bien le temps de choisir ensuite son partenaire, ce qui fait que les lignes défensives sont obligées de revenir par là alors qu'elles devaient s'étaler par là. Bon. Cas numéro 6, c'est exactement les mêmes configurations, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Un leurre de l'ouverture sur le numéro 12 et le 19 et je ne sais plus quel est celui-là, qui vont venir charger les défenses françaises pour ensuite être tranquilles et éventuellement revenir dans l'intervalle. Je crois que c'est ce qu'ils vont faire ici. On a bien l'embouteillage des défenses françaises qui sont complètement bloquées, et en fait le 12 écossais va choisir de passer dans le petit trou de souris qui est facilité par l'embouteillage qui ne permet pas vraiment de revenir se positionner rapidement. Comme les Écossais jouent très très vite, on ne le voit pas très bien en direct, et évidemment les petits temps d'arrêt
ou le petit trajet supplémentaire que le défenseur doit faire pour contourner l'attaquant écossais qui est dans sa ligne, eh bien, c'est un temps de trop et l'essai est marqué directement après ou quasiment après. Un autre cas encore, c'est toujours les mêmes configurations, un leurre, donc le leurre va passer ici, enfin le ballon va passer ici, mais le leurre lui est déjà arrivé, et il va venir bloquer Gaëton, je crois ici, qui ne pourra plus courir pour venir plaquer le porteur de balle, ce qui fait que le défenseur suivant doit venir se recentrer. Et évidemment, ça va créer un espace dans la ligne de défense. On a d'autres cas, parce que là, c'était une tactique qui visiblement a été préparée à l'avance, puisqu'elle a été répétée maintes et maintes fois. Puis après, il y a eu d'autres cas de jeu déloyal, mais ça, il y en a toujours dans des matchs. Mais on va quand même les signaler un petit peu. Le plaquage sans ballon, je crois que celui-là, tout le monde l'a vu. Russell voit que le coup de pied de Bielbarré le prend à contre-pied. Bielbarré se prépare à contourner Russell sur son arrière. On voit que son épaule est déjà engagée pour faire le tour. Et Russell s'en aperçoit et il trouve une très bonne parade qui consiste à se plier vers l'arrière pour évidemment balancer la course de Bielbarré qui va se retrouver par terre rapidement, et le 15 écossais qui est derrière et revient là, couvrir la zone, aura tout le temps de venir récupérer le ballon pour se mettre en touche. Il sera quand même poursuivi par les autres équipiers français qui arriveront après, mais on récupérera une touche, mais on n'a pas eu la pénalité et probablement le carton jaune qui méritait la sanction de ce jeu illégal. L'arbitre n'a rien vu. Ou en tout cas, on a considéré que c'était pas grave. Là aussi, un plaquage sans ballon, donc on est dans la règle du plaquage sans ballon. On est en fin de match, là, cette fois-ci, ou en tout cas en deuxième mi-temps, et le 12 écossais vient tranquillement plaquer Moefana sur une récupération de ballon. Les récupérations de ballon suite à des chandelles sont très dangereuses pour les équipes adverses quand ils jouent l'équipe de France. L'équipe de France a montré sa vivacité dans les contre-attaques. Donc un bon moyen d'éviter le danger d'une contre-attaque française, eh bien évidemment, c'est de les empêcher de reprendre le ballon. Ce qui fait que les autres équipiers qui auraient pu faire une contre-attaque vont venir devoir récupérer eux-mêmes le ballon et ne pourront pas construire une contre-attaque derrière, surtout que ça laisse le temps aux Écossais de venir faire opposition. Là encore, ça passe totalement inaperçu. Là, on est dans les règles du jeu au-delà du ballon. Donc ça, c'est comme la règle du passage à vide. C'est une autre sorte de règle du jeu au-delà du porteur de ballon. Cette fois-ci, c'est les Français qui sont, cette fois-ci, eux, sanctionnés pour notre joueur ici qui est dans le maul et qui vient plaquer le joueur ici qui n'était pas tout à fait dans le ruck, pardon, c'est pas un maul, c'est un ruck. Donc le joueur français pense que ce joueur écossais va rentrer dans le ruck, il le plaque, et donc il joue au-delà des porteurs du ballon, donc il est hors jeu. Et là, l'arbitre siffle, ce qui nous rassure sur sa connaissance du jeu au-delà du ballon. Finalement, il connaît bien la règle. Voilà. Bon, voilà encore une action illégale qui passe totalement inaperçue, c'est pas grave. Là, il y a un en avant, une petite maladresse dans le maul. Alors l'arbitre est mal placé pour le voir, mais l'arbitre de touche qui est quelque part pas loin ici aurait très bien pu le voir, mais ce n'est pas signalé, à la grande surprise de Dupont qui ne comprend plus trop l'application des règles. Autre règle aussi, c'est l'entrée dans les rucks par le côté. On a ici François Cros qui rentre sur le côté dans un ruck, mais le ruck n'est pas vraiment créé puisque tous les joueurs écossais sont par terre, donc ils ne participent pas au ruck constitué par Bielbarré ici. On a Barassi qui vient se proposer en défense du ruck. Le joueur écossais n'est pas dans le ruck. Donc on aurait pu dire que François Cross ne rentre pas dans un ruck par le côté, puisque le ruck n'est pas constitué réellement, puisqu'il n'y a plus de joueurs écossais qui font opposition. Alors en fait, il n'y en a plus ici, il y en a quand même un
qui est au sol et qui vient faire opposition. Et ça, c'est interdit. Quand vous êtes au sol, vous devez vous remettre sur les appuis et participer au ruck. Vous ne pouvez pas venir participer au ruck alors que vous êtes déjà au sol et pas dans le ruck. Donc en fait, c'est François Cros qui a été pénalisé, mais c'est quand même Russell qui fait la faute. On a eu dans les rucks énormément de joueurs qui sont venus qui sont tombés du côté français, qui normalement devraient se dégager et ne pas participer. Mais voilà, de temps en temps, ils ne se dégageaient pas trop ou ils participaient. Donc on voit ici le pilier qui se protège avec son bras, et son bras a tendance à monter un peu en l'air pour la protection, ce qui a l'avantage de déséquilibrer François Cros. Dans le ruck, évidemment, c'est interdit, mais ça n'a pas été sifflé. Une autre règle de l'entrée sur le côté d'un ruck, alors ça, en seconde mi-temps notamment, ça a été un festival. On a ici un joueur écossais, alors que le ruck est en train de se constituer, qui est au-delà du ruck, au-delà du ballon, et qui ne fait aucun effort pour venir se replacer derrière, mais qui rentre directement dans le ruck, alors qu'il est au point de départ, il est même au-delà du ruck, donc il rentre finalement sur le côté, mais en arrivant par une position au-delà du ruck, c'est hallucinant. On a un autre exemple ici, le ruck est déjà constitué ici en bas, et le joueur écossais est au-delà, et lui aussi va venir directement, on le voit sur la deuxième photo, il va venir directement contester le ballon dans le ruck, en rentrant directement sur le côté. On pouvait faire ce qu'on voulait, l'arbitre ne sifflait rien. Et là, le 6 va en profiter, le 6 écossais qu'on voit ici en haut à gauche, il est bien derrière le ruck, aucun problème. Son entrée dans le ruck est quand même un petit peu sur le côté, c'est très limite, mais comme il ne se passait rien, et bien on en profite. On voit que Mofana est en train de contester le ballon, c'était une attaque écossaise. Il est quasiment en train de récupérer le ballon. Le 6 ne s'embête pas, il passe au-delà, il se met derrière Mofana, et puis pour l'empêcher de récupérer le ballon, il s'écroule sur Mofana, carrément du côté français. Je pense que s'il avait un maillot blanc, ça poserait aucun problème. Et là, le problème, c'est qu'il a quand même un maillot bleu, et qu'il n'est pas vraiment dans le bon sens de la marche. Sur la suite de cette action, on le voit se relever facilement, évidemment, et venir participer à l'attaque, puisque les Français n'ont pas pu récupérer le ballon. Et Mofana, qui était à deux doigts de pouvoir le récupérer, est lui bloqué à terre. On ne le voit pas très bien sur la photo, mais dans la vidéo, c'est très clair. Le joueur écossais qui était au sol lui tient le bras pour qu'il ne puisse pas aller se replacer rapidement. Bien joué. Un autre exemple de contournement du ruck, on ne se gêne plus du tout. Baptiste Serin, donc on est dans les dernières minutes, on est dans les 10 dernières minutes. Baptiste Serin pourrait penser qu'il a un équipier qui vient conforter le ruck côté français, sauf que bon, une fois de plus, c'est pas un maillot blanc, c'est un maillot bleu, et on se demande bien qu'est-ce qu'il peut faire ici, sans que l'arbitre ne dise quoi que ce soit. Là encore, un autre exemple, c'est un festival des entrées sur le côté, en seconde mi-temps. Comme ça joue très très vite, c'est pas facile à voir, c'est vrai. Là, on est dans l'exemple du grattage. Alors c'est encore une autre règle du rugby, le grattage. On voit un Écossais ici qui vient gratter un ballon à un joueur français. Et effectivement, il est en train de gratter le ballon. Il est bien sur ses appuis, sur les jambes, et sa main droite vient choper le ballon au Français. Sauf que petit détail ici, c'est que sa main gauche est bien en appui sur le sol, ce qui est absolument totalement interdit et systématiquement sifflé dans les matchs, notamment les matchs internationaux de haut niveau. Là, on ne pourra pas vraiment dire que l'arbitre était mal placé. Je crois qu'on peut faire difficilement mieux comme positionnement de l'arbitre pour voir l'action qui n'a pourtant pas été sifflée. Deuxième action, cette fois-ci du côté français. On a une attaque écossaise qui, elle, est quasiment grattée de façon parfaite par le numéro 6 français, qui est sur ses appuis et dont les deux mains, ça ne se voit pas de façon très claire, parce que mes photos ne sont pas très bonnes, les deux mains du français sont sur le ballon est soulevé de la terre, il est du sol, il est déjà en l'air dans les mains du français, mais il est retenu par les mains du joueur écossais qui est au sol. C'est évidemment une action totalement inégale qui ne sera pas sifflée par l'arbitre. Les mêlées, on s'est fait défoncer,
On s'est fait siffler systématiquement en mêlée, notamment les premières fois, ce qui a permis aux Écossais de venir jouer dans notre camp. Je ne suis pas un grand spécialiste de la mêlée, mais pour moi, les bouchons de champagne, c'était un signe caractéristique d'une première ligne qui ne tenait pas la pression. Et cette photo, je trouve, est un bon exemple du bouchon de champagne écossais. Mais c'est le français, pas l'écossais, c'est le français qui sera pénalisé. Là, c'est un exemple de maul. L'arbitre a sifflé maul, donc on ne peut pas effondrer. Et un joueur écossais, les Français avancent. On a dans cette action une avancée française. Le joueur écossais vient effondre, enfin tombe en tout cas. Le maul s'effondre et l'action sera sifflée contre les Français. Bon. Voilà, c'était une vidéo rapide. Les images ne sont pas très bonnes. Mais c'était pour souligner notamment en premier point la stratégie mise en place à l'avance, avant le match, par les Écossais pour jouer ces feintes avec des joueurs qui viennent jouer au-delà du ballon. Vu le nombre quasi systématique d'attaques qui ont été jouées de cette façon-là, ça ne peut être qu'une stratégie préparée à l'avance. Et ils ont probablement bénéficié du fait que l'arbitre était un Écossais et l'arbitre était un Australien et l'arbitre de vidéo était un Australien aussi, et que dans l'hémisphère sud, traditionnellement, on ne sifflait pas ce genre d'action il y a quelques années, enfin il y a quelques dizaines d'années on va dire, mais depuis quelques années maintenant, on a demandé à l'hémisphère sud d'ajuster l'arbitrage et de siffler ces actions qui sont les règles du rugby international. Donc est-ce que l'arbitre, par une différence de culture, a fait une appréciation, disons, différente des règles internationales ou pas? Ça, lui seul le sait. Merci.